missed Mr. Bond. Did I? As you said, such good sport. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Scott knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Down there. Bienvenue dans l'espace. Aujourd'hui, nous parlons de Moonraker, sorti en 1979 et réalisé par Lewis Gilbert, avec Roger Moore, Lewis Childs, Richard Kiel et Michael Lonsdale. Je suis Mathieu et dans la prochaine heure, je vais vous amener autour de la Terre encore une fois. Alors, bienvenue dans cette rétrospective des aventures de James Bond. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 13, ou 0013 si vous préférez. On n'est plus dans le chiffre chanceux, on est peut-être dans le malchanceux. Je sais pas, Moonraker a comme une réputation qui le précède. On va en parler tout au long du podcast, dans le fond, de qu'est-ce que j'en pense. Mais avant de parler de Moonraker, si des fois vous êtes nouveau podcast ou si mettons tout d'un coup vous avez sauté les podcasts, quelque chose de même, peu importe, si mettons vous voulez voir ou entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les autres films des 12 premiers épisodes de cette rétrospective-là qui a commencé avec le film de Casino Royale 1954. Si mettons, juste une parenthèse de même, si mettons vous n'avez pas vu le film puis vous le cherchez, ça se trouve sur YouTube. J'ai même mis là, un lien là, pour pouvoir l'écouter avec un sous-titre français sur le site de Facebook. Là, si vous retournez en arrière, là, c'est sûr que c'est lorsque j'ai il y a 12 semaines, dans le fond, là, quand le premier épisode là, sur Casino Royale est sorti, mais est-ce que vous pouvez le trouver sur Facebook, mais ça se trouve facilement aussi sur YouTube, fait que pas besoin là, de nécessairement chercher en arrière, à moins que vous voulez commenter sur les autres épisodes, ça c'est autre chose. Mais c'est ça, fait que si mettons vous voulez voir qu'est-ce que j'ai à dire là, sur tous les autres films, là, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver là, tous les épisodes de James Bond, qu'est-ce qui est couvert là, dans ces 28 épisodes de cette rétrospective-là. Là, vous allez me dire qu'il y a juste 25 films, on s'en va vers le 25e. C'est comme une rétrospective étendue. Comme j'ai mentionné, on a fait Casino Royale 1954, qu'il n'est pas normalement là, compté comme film dans les films officiels de James Bond. Normalement, on compte pas aussi le film de Casino Royale de 1967, puis on compte pas le film de Never Say Never Again. Puis ces trois films-là, on les couvre là, dans la rétrospective. Puis c'est ça, deux de ceux-là, les deux premiers Casino Royale ont déjà été couverts. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour trouver là, tout ce qui est déjà fait là, dans la rétrospective. Là. Puis bien sûr, tous les films de Sean Connery, mis à part Jamais plus jamais, là, que a été couvert là, sur le site, puis les trois premiers films de Roger Moore. Alors, si on retourne à la fin du film précédent, L'espion qui m'aimait, dans la fin du générique, tu sais, à toutes les fins de film, là, ils disent James Bond va revenir dans tel film. La plupart du temps, on se trompe pas. C'est arrivé là, à la fin de Goldfinger qu'on allait, je pense que c'était au service de secret de Sa Majesté qu'on voulait faire après, mais finalement on a fait Opération Tonnerre. Ça, c'était parce qu'on avait réussi à s'entendre avec Kevin McClory, que lui détenait les droits pour du livre, fait qu'on pouvait faire ce film-là. C'était comme une opportunité, puis qu'on a sauté dessus. Fait qu'on avait fait ça à l'époque, puis dans le fond, pourquoi on a menti au public en disant qu'on voulait faire au service secret de Sa Majesté, mais c'est juste que ça tombait mieux de faire Opération Tonnerre. Un peu similaire avec le film d'aujourd'hui. C'est pas une question là, de droit qui était à quelqu'un d'autre. C'est juste que ce qui était le moment, c'est que en 1977, c'est sûr qu'on avait eu le film là, de L'espion qui m'aimait, mais on a eu aussi Star Wars qui est arrivé
Puis tout ce qui a découlé de ça, à partir de là, on a eu Star Trek qui a revécu, on a eu Alien, on a eu plein d'affaires là, qui se passent là, dans l'espace. On a eu aussi le film de Rencontre du troisième type qui va avoir aussi fait de l'impact aussi dans tout, tout le cinéma. Fait que c'est des choses là, qu'on s'est dit là, pour le producteur là, Albert Broccoli, que pourquoi qu'on saute pas tout de suite sur l'opportunité, que si mettons on fait Moonraker après rien que pour vos yeux qu'on avait dit qu'on allait faire, finalement on va peut-être là, passer à côté là, du phénomène Star Wars. Fait que on a dit on va repousser rien que pour vos yeux pour juste un film. On va, techniquement, de toute façon, si mettons on le dit, James Bond va revenir dans rien que pour vos yeux, mais tu sais, c'est pas marqué au prochain film, ça va être rien que pour vos yeux, mettons. On peut dire ça de même, là. Mais c'est ça, fait que c'est sûr qu'on a un film ou plutôt un livre de Moonraker qui était le 3e livre écrit par Ian Fleming de 1955. Fait que c'est sûr qu'on allait réécrire beaucoup d'affaires. T'sais, on n'était même pas allé sur la Lune à date. Ça devait arriver genre 14 ans plus tard. Puis même là, Ian Fleming a même pas vu ça, tout ça. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'il ne peut même pas imaginer là, de se rendre sur la Lune. Le livre est totalement différent là, de ce qu'on a aujourd'hui. Il reste pas grand-chose dans le fond là, du livre là, dans le film d'aujourd'hui. Je vais en parler dans quelques minutes là, du livre. Aujourd'hui, ça va être le dernier film réalisé par Lewis Gilbert. Lui, il avait réalisé le précédent L'espion qui m'aimait et aussi là, pas le dernier, mais le premier dernier de Sean Connery. On a vu que 2 fois, parce que bien sûr il y a 3 derniers là, avec Sean Connery, mais en tout cas c'est une discussion pour un autre jour, de toute façon vous le savez. Richard Kiel qui faisait le personnage là, de requin ou Jaws dans le dernier film. On avait eu pas mal de réactions, mais plus de genre d'enfants, que dans le fond, il aimait beaucoup le personnage, je le trouvais drôle. Il y avait des scènes où il était menaçant, mais l'autre côté, il y a des fois là, que c'était un petit peu de la comédie, tout ça. Fait que on a choisi de le faire revenir. Pourquoi qu'on a choisi ce personnage-là aussi? Parce que, tu sais, comme si on retourne à la fin là, de Vivre et laisser mourir, on a le baron Samedi qui revient pas du tout, mais tu sais, il a quand même survécu au film. Mais le personnage de requin, on a décidé là, qu'on allait le faire revenir, puisqu'il était pas mort et, bien sûr, comme je viens de dire, il était aimé par les enfants. Alors, le livre de Ian Fleming, Moonraker, sorti en 1955, qui est le 3e livre écrit des aventures de James Bond. Comme j'ai dit plus tôt, on a quelque chose de vraiment différent là, que le film d'aujourd'hui. Il y a juste quelques petits éléments clés qu'on a gardés pour le film, mais vraiment là, dans la totalité quasiment. Puis c'est quasiment des clins d'œil, dans le fond, qu'on a à l'histoire originale. On a le personnage de Hugo Drax qui joue, qui est gambler un peu, ou qui joue aux cartes avec avec M, le patron à James Bond, que dans le fond, il est en train de tricher un jeu. Mais tu sais, Hugo Drax, il est super riche. Bon, on a un petit peu la même idée là, dans le film aussi. Mais tu sais, M se demande pourquoi est-ce qu'il triche au jeu. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, il est millionnaire, tout ça, il n'a pas besoin de ça, tu sais. Alors, M va demander à James Bond, peux-tu venir voir si, mettons, il triche ou quelque chose de même, parce que je suis pas capable de voir qu'il triche. Fait que James Bond vient voir, puis tout ça, puis fait qu'il confirme que Drax, il triche au jeu. Puis finalement, James Bond, puisqu'il est bon aux cartes, il réussit là, à prendre le dessus sur Drax. Puis, dans le fond, Drax retourne chez lui, mais c'est ça, c'est comme ce bout-là d'histoire arrête. Drax, lui, contrairement au film d'aujourd'hui, il est en train de développer le Moonraker, mais que ça, c'est un missile nucléaire et non une navette spatiale. Ça me dit quand même que c'est pourquoi Moonraker, là, dans le fond, là, c'est un missile, ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi que Ian Fleming a nommé ça Moonraker là, quand on y pense rendu là, t'sais. Mais en tout cas, fait que
Drax, c'est ça. Lui, il est en train de construire un missile nucléaire pour pouvoir défendre la Grande-Bretagne. Puis là, ben, faut pas oublier là, qu'on est en 1955. Là, c'est pas en temps d'aujourd'hui, là, ou en 1977, là, 2 ans avant le film d'aujourd'hui. Là, c'est beaucoup avant. Je le précise quand même. Puis on joue avec les menaces là, de soviétique, tout ça, la guerre froide, tout ça, là, c'est pour ça qu'il faut s'en remettre un peu là, dans ce temps-là. C'est pour ça que je mentionne ça. Bond va être envoyé à l'usine où on fabrique le Moonraker parce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui était un envoyé britannique justement là, dans un des ministères là, que lui a été tué, fait que Bond va aller le remplacer. C'est là qu'il va rencontrer la Bond Girl du film, du livre, dans le fond, là, Gala Brand. En tout cas, finalement, il va se passer des histoires avec elle un peu. Finalement, on va découvrir que Hugo Drax, c'est un ancien nazi. Qui est allemand, finalement, il n'est pas britannique. Là. On nous avait comme démontré que c'était un héros de guerre, tout ça, mais finalement, c'est ça, c'est un ancien nazi, puis que il avait essayé de faire sauter une bombe, puis finalement, accidentellement, il s'est pas fait sauter, mais pas loin, puis finalement, quand on l'a retrouvé dans les décombres, il a fait semblant qu'il était amnésique, puis en tout cas, on l'avait amené comme héros de guerre, puis finalement, c'est ça, dans le fond, il est en train de revoir un peu là, sa vengeance sur les Britanniques, en créant une bombe, puis en faisant semblant que c'est pour défendre la Grande-Bretagne, mais finalement, son plan, c'est de faire tomber la bombe sur Londres. Finalement, Bond et Gala vont se faire kidnapper là, par Drax et son équipe. Ils vont être mis en dessous là, du missile là, pour quand il part, il va les brûler. Ça vient un peu une autre idée là, qui vient du film. Mais c'est ça, finalement, ils vont réussir à s'échapper de là. Ils vont reprogrammer le missile que, dans le fond, il fait penser un petit peu à ce qu'on a eu là, dans le dernier film de L'espion qui m'aimait, mais à place là, de reprogrammer, d'envoyer le missile à Londres, on va l'envoyer dans un fleuve juste à côté, où ce qu'on a Hugo Drax qui est en train de sauver là, en sous-marin, puis finalement, lui, il meurt là-dedans. Le punch un peu à la fin du livre, c'est que le personnage de Gala Bland, elle était en amour avec quelqu'un d'autre que finalement, elle finit pas là, dans les bras de James Bond. Alors, le film ouvre comme tout James Bond avec l'œil du pistolet. Honnêtement, avec même la musique de John Barry, c'est ça que, à quelque part, je l'ai déjà dit, je suis fan de la musique de John Barry, mais on dirait que, je sais pas, si on regarde genre Diamants sont éternels, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait L'homme au pistolet d'or par la suite. Puis même, en tout cas, dans les prochains, là, c'est comme on dirait que dans tout ce qu'il fait là, dans l'ère de Roger Moore, c'est comme traditionnel. Il y a comme, on dirait qu'il je sais pas qu'est-ce qui se passe là, depuis Les Diamants sont éternels. On dirait qu'il est plus. C'est juste comme la chanson, point final. C'est vraiment traditionnel. En tout cas, je ne pas, on dirait que ce sont toutes l'air pareilles là, depuis ce temps-là. Puis c'est juste pour ça, dans le fond. Je vais m'ennuyer là, de n'importe qui d'autre, que ce soit George Martin là, qui avait fait la musique là, pour Vivre et laisser mourir, ou Marvin Hamlish la dernière fois qu'il avait fait la musique là, pour L'espion qui m'aimait. Ça avait changé quelque chose, c'était plus différent, c'était plus dynamique d'une autre manière. Fait que là, Barry qui revient, c'est comme on dirait que c'est juste du standard. Il n'y a pas nécessairement là, quelque chose là, de plus là, point de vue musical dans la question là, de juste l'œil du pistolet. Par contre, on va avoir on a John Barry qui revient pour la trame, comme je viens de dire. C'est toujours plaisant d'entendre John Barry. J'ai pas vraiment de problème avec la musique qu'il y a dans le film. Il va y avoir des thèmes plus loin dans le film quand on va partir en l'espace, tout ça. Là, c'est vraiment là, des belles compositions qu'il va faire. Dans sa globalité, la trame sonore, ça va être
ça sera pas nécessairement, là, ça va être loin de la meilleure. Ça va peut-être tomber quand même, là, une des dernières là, que je vais écouter, là, que je vais me mettre une trame sonore là, de James Bond. Mais c'est pas nécessairement là, mauvais signe. Je veux dire, en général, là, je les aime pas mal toutes. C'est juste que cette trame sonore-là particulière, j'y reviens pas souvent. Comme j'ai dit, vers la fin du film, là, quand on va dans l'espace, j'aime quand même bien là, la trame, qu'est-ce qu'il a composé pour. Si on écoute le CD de Moonraker, étrangement, on n'a absolument rien de la tune de James Bond elle-même, là, écrite par Monty Norman. C'est vraiment étrange. Je pense que c'est la seule trame là, qui est comme ça. Normalement, on a quelque part au moins juste une version là, pour le film aujourd'hui. On avait besoin là, de la tune theme de James Bond version espace. Là. Il me semble que c'est quelque chose qu'on aurait voulu voir dans le film d'aujourd'hui ou la trame du film, mais c'est ça. On n'a pas ça. Mais on va voir un peu plus tard, la dernière fois là, qu'on a le thème de 007, thème que John Barry avait composé pour Bon baiser de Russie. Ça va être la dernière fois qu'on va l'avoir aujourd'hui. C'est quand même une version correcte là, de cette chanson-là. Dans le fond, c'est une des chansons que j'utilise là, dans les transitions là, qu'on a là, dans le podcast, là, juste pour la placer vite, qui va être la transition là, entre les deux premières sections du film puis la dernière section, là, juste pour vous en replacer si maintenant ça vous dit rien. Mais ce qui était quand même assez étrange au départ, c'est que John Barry était prêt à faire un super grosse méga trame sonore, genre de 2 disques, s'influençant pas mal là, de Star Wars encore une fois. Où ce qu'on avait eu un album double pour la trame sonore de Star Wars, on voulait faire la même chose pour Moonraker, on voulait mettre le paquet. Finalement, on s'est ramassé avec quelque chose comme 50 minutes de musique, puis genre avec 40 minutes utilisées dans le film, quelque chose de même, là, c'est vraiment là, pas grand-chose rendu là. Ça a été vraiment une grosse déception pour John Barry là, par la suite, parce que dans le fond, il a toujours été intercoupé là, un peu partout là, dans le film. Là, sa trame sonore n'est pas bien représentée là, quand on écoute le film. Mais en tout cas, juste pour nous, quand on écoute le CD, honnêtement, là, je veux pas dire que je le suggère pas, mais je pense pas là, que c'est la meilleure trame. Il y a vraiment d'autres trames là, de John Barry qui est écoutable là, ou qui est mieux que la trame d'aujourd'hui, mais c'est du John Barry, ça reste toujours bon. Ça fait 5 minutes que je parle sur le film, mais en tout cas, on n'a même pas commencé le film. Fait que le film ouvre proprement. Où est-ce qu'on a un vaisseau de Moonraker qui se fait voler, là, qui est comme attaché sur un avion. Puis finalement, il y avait du monde qui était caché à bord du Moonraker. Puis le vaisseau, la navette Moonraker s'envole. Puis dans le fond, l'avion s'écrase. Ça, c'est comme notre teaser au début. Ça va faire beaucoup de parallèles avec l'espion qui m'aimait avant. C'est vraiment comme un remake aujourd'hui de l'espion qui m'aimait. Dans l'autre film avant, on avait les sous-marins qui disparaissaient. Là, on a le Moonraker qui disparaît. C'est vraiment là, plusieurs parallèles. On va en parler là, pas mal tout au long du podcast. Le Moonraker, dans le fond, il était sous la supervision des Britanniques. Alors, les Britanniques sont informés et finalement, on va demander à James Bond on va le rapatrier au bureau. Fait qu'on va suivre, on va aller retrouver notre bon vieux James qui est dans un avion avec une femme, bien sûr. Puis finalement, elle se tourne sur lui. Puis finalement, il y a le pilote qui arrive, tout ça. Dans le fond, c'est une autre histoire là, qu'il n'y a aucun lien avec aujourd'hui. Puis finalement, il va être éjecté de l'avion. Puis en tout cas, cette séquence-là là, est vraiment là, quelque chose. Je pense que c'est vraiment une des meilleures scènes d'ouverture là, dans un film de James Bond. Je pense que, en tout cas, dans la documentation que j'ai pu voir là, pour le film, là, puis où je me suis informé, supposément là, que les cascadeurs ont sauté plus d'une centaine de fois là, pour pouvoir faire la scène au début. Dans le fond, c'est toutes des séquences de 2-3 secondes qu'on a réussi à filmer. Puis après ça, les parachutistes, ils devaient atterrir. Puis après ça, on a remonté dans l'avion. Puis après ça, on a sorti en bas. Puis on en reprenait encore 2-3 secondes. Puis il y a sûrement des plans là-dedans que justement, ils n'ont pas réussi à avoir. Puis tout ça. Puis c'est quand même capoté quand ils pensent. C'est sûr que quand on regarde très bien, on sait que c'est pas Roger Moore, c'est pas Richard Kiel qui jazz.
On le sait bien. Puis si on regarde très bien, on voit qu'il y a un parachute sur le dos, là, mais qui est comme pareil comme qu'il est habillé, tout ça. Fait que ça paraît pas tant que ça, mais juste de voir toute cette séquence-là, c'est vraiment quelque chose quand même. Puis c'est sûr que James Bond, il essaie de rattraper le pilote, puis pouvoir se pogner un parachute pour pouvoir atterrir. Finalement, il réussit à le pogner, puis finalement, on a Jaws qui arrive. C'est comme toute la scène est vraiment hot. Puis quand Jaws arrive, ça tombe un peu plus à plat. C'est juste dommage. Jaws arrive, puis il essaie de mordre la jambe à James Bond, puis James Bond tire son parachute, puis Jaws, il tire trop fort sur son parachute, puis la corde à l'âge, puis il fait l'oiseau, tout ça, c'est beau, c'est nono un peu. Ça va un peu avec le fait là, que je pense qu'on voulait attirer un peu les jeunes enfants, puis les faire rire un peu. Mais quand on a vu Jaws être vraiment comme plus quasiment d'un côté horreur, c'est horreur léger, mais il y avait de l'air d'une bonne menace là, au début du dernier film. De le voir faire ça tout de suite en partant dans le film, ça, je sais pas, je trouve juste ça, je l'aurais coupé là, ça. Puis même ça sabote quasiment là, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on a vu juste avant. Je veux pas dire que ça sabote totalement, parce que je veux dire c'est quand même une séquence très spectaculaire. On a James Bond qui tout ce qu'on a là, dans les airs, mais ça finit juste comme un peu à plat. On va tomber dans le générique encore une fois fait par Maurice Binder. J'ai pas de problème avec le générique. Je veux dire, c'est un peu comme John Barry dans le fond. C'est comme, on dirait que c'est comme routine. C'est comme, bon, on met le générique, puis on fait juste changer les images, on prend les plans alternatifs de ce qu'on n'avait pas la dernière fois, puis on en remet un nouveau montage. C'est ça qu'un peu ça me donne, dans le fond. Là. C'est pas mauvais, mais je sais pas, j'ai rien vraiment à dire là, sur qu'est-ce que Maurice Bender fait aujourd'hui là, pour Moonraker. Il y a la musique aussi là, de Shirley Bassey. Au départ, on avait approché Frank Sinatra pour faire une chanson de Moonraker. Finalement, les négociations ont cessé à un certain point. On était quand même assez avancé là, dans le projet. On commençait à écrire rapidement. Puis, suite à ça, on a commencé là, à réécrire une chanson. Puis finalement, on a essayé là, plusieurs interprètes là, dans le temps. Puis ça marchait pas carrément. Il y a John Barry qui s'est ramassé à le même hôtel, comme par hasard, avec Shirley Bassey, qu'elle avait chanté la tune de Goldfinger et de Les Diamants sont éternels. Puis, tu sais, genre, ça pressait, là, parce que, genre, le film sortait là, dans quelque chose comme un mois ou quelque chose de même. Ça a l'air qu'on n'avait pas la chanson. Ça, c'est, tu sais, quand on regarde la documentation, puis on dit qu'il sort dans un mois, tu sais, j'ai comme un petit peu de misère. Tu sais, dans un temps d'aujourd'hui, ça se peut parce que, tu sais, tout va numérique. Mais, tu sais, dans un mois, si on s'en remet en 1979, qu'il n'y avait pas de chanson, je peux croire que peut-être que le temps qu'il fallait fermer le film, ça se peut qu'il restait juste un mois, ok, ça va. Mais, tu sais, à la sortie du film, le temps qu'on imprime tout ça, puis qu'on mixe les choses ensemble, j'ai de la misère à croire là, que c'est toujours comme genre un mois avant, là, mais en tout cas, il restait plus grand temps, puis finalement, John Barry a approché Shirley Bassey, il a dit, regarde, je suis dans le chenoute, est-ce que ça te tenterait de réessayer là, pour une chanson de James Bond? Faut pas oublier que Shirley Bassey, la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose pour James Bond, j'ai nommé là, les chansons là, les Diamonds Are Forever, puis Goldfinger, mais aussi elle avait fait une chanson de Kiss Kiss Bang Bang. D'un côté, est-ce qu'elle voulait revenir ou pas? C'est comme sous-entendu qu'elle l'a fait parce que John Barry était dans la chenoute, mais je veux dire, c'était pas vraiment son plan. Elle a été une remplaçante de dernière minute. La chanson finale, c'est comme Diamonds Are Forever. C'est correct, c'est pas. Ça passe, là, mais c'est pas extraordinaire. Là. Je veux dire, c'est correct. Mais, honnêtement, là, c'est ce qui me tente vraiment là, dans cette chanson-là, je pense que c'est le triangle là, qu'on entend tout le temps.
Je pense que j'écoute juste le triangle là, à chaque fois que j'écoute cette chanson-là. Puis, tu sais, tous les thèmes de James Bond, là, c'est des chansons que j'ai entendues des centaines et des centaines de fois, là, chacune. Fait que, tu sais, je veux dire, sont comme rentrés dans ma tête. Puis, tu sais, la tune de Moonraker également, là, elle fait partie du lot. Mais quand je l'écoute, c'est juste j'entends le maudit triangle tout le long. Là. Alors, Bond arrive à son bureau, puis il retrouve M, Moneypenny. Puis on a les traductions là, du ministère de la Défense. Fred Gray, ben, on va le revoir, lui, dans pas mal les prochains films. Ça va être la dernière fois là, qu'on va voir M interprété là, par Bernard Lee. Il était déjà malade là, à l'époque, là, pendant qu'il était en train de tourner le film, là, puis il est mort là, pas trop longtemps là, après le film. Bond, dans le fond, évidemment, ben, il est embarqué là, sur l'histoire du Moonraker. Roger Moore lui-même, je dirais qu'il paraissait bien là, dans le dernier film, mais dans celui-là, ben, on dirait qu'il commence à paraître à avoir de l'âge. Là, il a juste 2 ans plus vieux que le dernier film. Il était correct dans le dernier film. Il est rendu à 52 ans. Peut-être là, qu'on l'a pris trop vieux. Roger, c'est plate à dire ça. Là. On est juste comme quelques années après Vivre et laisser mourir. On est quelque chose comme 6 ans après, là, mais il commence à paraître peut-être un peu trop vieux tranquillement là, pour le rôle. Il est correct pour aujourd'hui, mais il frôle là, peut-être là, que il est pas crédible toujours à l'écran. Il va prendre un hélicoptère là, qui est envoyé par Hugo Drax. Il va avoir la pilote là, Corinne Dufour. Moi, j'aime toutes les répliques à James Bond dans ce film-là. Là. Je veux dire, ils me font quasiment tout rire. Il y a à l'embarque, elle dit bienvenue en Californie, puis il répond tout de suite j'aime ça, j'aime y être déjà, tu sais. C'est quétaine, cliché, tout ça, mais je pense que toutes les lignes, là, ils me font quasiment rire. Là, c'est juste voir la manière qui est dit là, tout au long du film. Là, je veux dire, en général, là, j'aime toute chaque ligne là-dedans. Mais faut pas oublier que le dernier film a été un très gros succès. Tout ce qu'on avait vu, on avait commencé à mettre beaucoup l'emphase sur la comédie. Puis, je veux dire, on met la comédie fois 1000 aujourd'hui. C'est comme on est le 2 du film précédent. Le film précédent avait eu un succès monstre. Là, c'était genre peut-être un des James Bond les plus rentables là, à date. On a été à rechercher là, vraiment comme un temps là, où les films de James Bond dans le temps de Connery. Qui était profitable à mort, ben, on avait recommencé là, à revoir là, ce temps-là, puis on avait réussi comme à trouver le film parfait pour Roger Moore. Fait que là, on met le paquet. On met juste l'emphase là, sur qu'est-ce qu'on pense là, qui a marché la dernière fois. Alors, on va avoir l'introduction de Hugo Drax, joué par Michael Lonsdale. Il est déjà en train de jouer un piano pendant qu'on le voit, tout ça. Il est super riche, tout ça. C'est comme dans la version livre. Puis il y a genre tout. Il y a un bout tout ce que James Bond il dit pourquoi tant qu'à ça, il a acheté la Tour Eiffel. Elle dit oui, mais il peut pas l'amener là, parce qu'il y a genre un immense château qu'il a importé là, de la France, quelque chose de même. Là, c'est juste démesuré. Mais l'autre côté, on a le même principe là, que Carl Schomburg qu'on avait au dernier film, qui était aussi super riche, puis tout ça, puis il y avait tout. C'est un peu la même affaire, mais l'autre côté, on pouvait pas avoir quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelque chose de même, qui n'a pas moyen d'avoir une organisation pour pouvoir avoir en masse de personnes là, pour attaquer James Bond. Là, fait que, on n'a pas le choix d'avoir quelqu'un de riche. Mais là, on a mis quelqu'un d'encore plus riche que Stromberg du dernier coup. Drax, il va comme faire. Il va jouer un rôle, dans le fond, là, il va dire t'es venu t'excuser là, d'avoir perdu ma navette. Ben finalement, ce qu'on a su là, dans le bureau de M, c'est que quand l'avion s'est écrasé, ben on trouvait plus là, les débris du Moonraker. Fait que le Moonraker a disparu quelque part. Fait que c'est à peu près ce que James Bond essaie de faire comprendre à Drax. Il dit regarde, on va s'excuser quand on va trouver qu'est-ce qui s'est passé au Moonraker. On va avoir l'introduction aussi là, de son second, dans le fond, le henchman, Cha.
que lui, dans le fond, c'est lui qui va être chargé comme d'essayer de tuer James Bond là, pour la moitié du film. Puis aussi, ben, on va avoir l'introduction du personnage de Holly Goodhead. Tu sais, depuis à peu près genre 5, ben, quasiment depuis qu'on a vu le personnage là, de Corinne Dufour, elle a dit plus tard, ben, tu vas rencontrer le docteur Goodhead un peu plus tard. James Bond, lui, dans sa tête, là, c'était un homme, puis là, ben, il avouait, puis sa réaction, c'est une femme. c'est comme malaisant un peu, là, c'est sexiste à mort, là, son affaire, là, c'est vraiment malaisant. Mais je mets un peu l'emphase là-dessus, là, que on en parle depuis un bout aussi. Puis finalement, ben, elle doit être assez importante, mais on va voir un peu plus tard dans le film là, que finalement, ben, elle va juste comme disparaître. Si elle fait partie, là, si importante que ça là, dans l'organisation de Drax, elle disparaît quelque part, puis ça n'aura pas de sens exactement là, pourquoi que. Ben, dans le fond, on ne saura pas exactement là, qu'est-ce qu'elle fout là, rendu là. Elle a l'air d'être bien importante, mais en bout de ligne, elle va disparaître tout carrément. Là, c'est vraiment étrange. Là, on a déjà collé un personnage là qui a de l'air important, mais en bout de ligne, elle va juste disparaître de l'organisation Adrax, puis tout va bien aller là, du côté Adrax. Puis en même temps, ben, elle devrait savoir qu'est-ce qui va se passer. Que, je veux dire, on va partir sur la Lune, tout ça. Puis, c'est pas sa Lune, mais dans la navette en haut, quelque chose de même. Elle a de l'air être déjà assez haut placée. On en parle depuis tellement longtemps. Fait que. C'est juste ça, pourquoi qu'elle ne sait pas déjà là. Alors, on va savoir un peu plus tard qu'elle travaille pour la CIA, tout ça, là, mais en tout cas, elle devrait être placée depuis bien longtemps là aussi. Ça n'aura pas de sens, ce personnage-là qui est ici, où est-ce qu'il est placé là, à ce moment-là. Fait que Cha, ben, la première fois qu'il va essayer là, de sa première chance qu'il va avoir pour essayer là, d'éliminer James Bond. Le Dr. Goodhead va amener James Bond là, dans une genre de machine centrifuge là, où il va avoir la machine elle va tourner en rond puis ça va faire de la gravité puis ça, dans le fond là, ça va ramasser James Bond là, parce qu'il va être juste comme écrasé là, par plusieurs G. Ce que j'adore vraiment de cette scène là, c'est que c'est quasiment une des seules fois, je pense, avant qu'on se rende à Daniel Craig, que James Bond se fait vraiment ramasser. Là. Une fois là, qu'il réussit à sortir de la cabine, dans le fond, là, on avait vu Q un petit peu au début, où ce qu'il avait donné là, un équipement là, avec un genre de dard sous son poignet. Puis c'est comme à comprendre là, comment il a réussi à faire sortir le dard. Là. C'est comme aussitôt qu'il lève un petit peu son poignet, le dard doit partir, là, mais en tout cas, il faut pas trop comprendre un peu la logique, là, mais en tout cas, ça a fonctionné puis il a réussi à sortir de là. Mais tu sais, de juste voir James Bond à sortir de là, puis je veux dire, il était vraiment sur le point là, de mourir, là, puis on voit pas ça souvent, puis tu sais, juste de le voir, là, je trouve ça quand même le fun. Ça montre qu'il y a une menace. C'est quelque chose que, surtout Roger Moore, on a toujours le sentiment qu'il est un petit peu en haut de la situation. Mais cette fois-là, ben, tu as vraiment comme l'impression qu'il allait y passer. Là. Est-ce que tu saches la manière aussi qu'on a fait ça là, pour la gravité, ben, on y soufflait là, de l'air d'en face à Roger Moore. Est-ce que tu saches il a été blessé là, à force là, de se faire pousser de l'air d'en face? Là, je pense qu'il a perdu des dents, des affaires de même. Là, ils ont poussé trop fort. Là. Mais en tout cas, c'est juste une petite anecdote de même. Alors, on arrive la nuit, puis Bond, au lieu de aller voir Dr. Goodhead, qui doit être bien placé pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, ben, il va aller voir Corinne dans sa chambre, dans le fond. Puis, dans le fond, le but là-dedans, c'est qu'il trouve un coffre, puis qu'il trouve les documents, puis qu'il essaie de voir qu'est-ce qui se passe là, dans l'usine, tout ça. Fait que bien sûr, James Bond étant James Bond, il va coucher avec elle avant, puis c'est ça, il va comme il va réussir à l'amener de son côté, là, puis que finalement, ben, il trouve le coffre, tout ça, puis il va avoir sa petite caméra là, qui est marquée 007 dessus. Je sais pas si, mettons, tous les agents, ils ont toutes une caméra, là, 005. Je veux dire, s'il se fait attraper quelque part, ils vont dire c'est quoi ce 007, là, je veux dire, ça pourrait le trahir, là, rendu là. C'est sûr que là, dans ce film-là particulier,
James Bond, ben, Hugo Drax, il sait c'est qui James Bond. Là, il n'y a pas de cachette là-dedans. Là, il sait qu'il est là par le gouvernement là, britannique. Là, fait que ça va pour la mission particulière d'aujourd'hui, mais en général, s'il y a toujours là, sa caméra marquée 007, puis il s'en va en Russie avec avec cette caméra-là, ben, s'il se fait attraper, ben, ils vont savoir à peu près c'est qui, là, mais en tout cas, ou avoir pas mal une bonne idée là, c'est qui. Là, fait qu'en tout cas. Le lendemain, ben, c'est ça, on a un genre de chasse à l'oie, là, où on a plein de personnes là, qui se mettent à tirer là, sur des oiseaux, puis on va amener James Bond, dans le fond, où on va avoir comme juste une petite mini-scène, là, d'un attentat sur James Bond pour essayer de le tuer, puis, James Bond, là, il a tout vu ça aller, là, dans le fond, là, puis on va lui donner une carabine pour essayer de tuer un oiseau, puis il y a quelqu'un qui est là à l'attendre, puis James Bond va tirer la personne, là, puis dans le fond, c'était à peu près impossible de voir la personne, là, mais James Bond, il l'a spoté, puis il l'a tué. Drax arrive, il dit ben t'as manqué James Bond, puis il dit ah ouais, t'es sûr? Puis le gars tombe à terre. C'est toujours un peu un punch quelque part, c'est toujours de la comédie un peu. C'est un film qui est toujours généralement assez léger. Là. Ça finit. Toutes les bonnes scènes finissent quand même là, généralement là, avec une genre de blague. Ça me dérange pas trop, honnêtement, là, rendu à cette étape-là dans le film. Je veux dire, c'est quand même quelque chose là, que j'aime en général, cette scène-là en particulier. Mais j'aime peut-être mieux aussi qu'est-ce qui se passe par la suite, où ce que Drax va amener le personnage de Corinne Dufault, puis finalement, il va y mettre assez d'en face. Là. Bon, ben, t'as amené James Bond là, dans mon bureau hier, puis finalement, il a réussi là, à avoir tous les documents, puis tout ça. Fait que là, t'es viré, puis il y a Chuck qui arrive en arrière avec deux Doberman, puis qu'elle est poursuivie là, dans les bois, puis elle se fait tuer finalement. Là, je veux dire, c'est le genre de scène que j'aime quand même. C'est pas que je suis sadique là, en bout de ligne. Là, vous savez avec le podcast que je suis quand même fan de films d'horreur, tout ça. Fait que quelque part, c'est le genre de scène que j'aime quand même là, dans le film d'aujourd'hui. Puis tu sais, on dirait que avec le dernier film, on avait Requin qui amenait un élément horreur dans le dernier film. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait là, dans le film d'aujourd'hui. C'est juste là, de l'avoir courir dans les bois, tout ça. Puis on sait que c'est sa fin, tout ça. Avec la musique de Barry, tout ça, j'aime beaucoup là, cette scène-là. C'est une des meilleures scènes là, dans tout le film. Alors, Bond, il se ramasse à Vienne. Dans le fond, là, dans les documents là, qu'il a pris en photo, il sait que, là, où qu'on fabrique là, des contenants en verre. Il se ramasse chez les verres Vinini, puis dans le fond, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là. C'est comme une extension, dans le fond, là, de l'usine de Drax. Puis là, il va rencontrer là, le docteur Goodhead. Encore une fois, c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis c'est comme, elle travaillait pour Drax, mais là, elle a su quelque chose ou elle n'a pas su tout à fait. On ne sait pas exactement parce qu'elle garde tout ce qu'elle sait pour elle. Mais c'est juste pour voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec elle. Elle n'est peut-être pas avec Drax ou en tout cas, on ne le sait pas parce que en bout de ligne, elle a l'air à faire autre chose. C'est juste pour nous mettre une puce à l'oreille. Alors là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu une scène d'action. Fait que on a James Bond qui est genre dans une gondole. Puis la personne là, qui rame se fait tuer par un lanceur de couteau qui sort d'un tombeau. C'est comme un peu n'importe quoi. Puis James Bond il réussit à prendre un couteau, puis il va tuer la personne, puis il va retomber dans sa tombe. Puis là, c'est ça, on a une poursuite de bateaux là, dans les canals à Vienne. Une petite scène juste pour rire un peu, parce que même on a un couple là, qui s'embrasse là, c'est tout romantique là, dans leur bateau, puis finalement, le bateau se fait sectionner en deux, puis le rameur, lui, il va couler, puis le couple, là, il se rendra compte de rien. C'est juste un petit peu de la comédie, un peu pour ajouter à ça. En même temps, on va faire un peu qu'est-ce qu'on avait dans le dernier film, où ce qu'on avait un auto qui rentrait dans l'eau. Là, on a un bateau
qui roule dans les rues. T'sais, on fait carrément l'inverse, mais dans le fond, c'est la même affaire qu'on avait eu dans le dernier film. Beaucoup moins d'impact que la Lotus Esprit qu'on avait eu là, dans l'eau dans le dernier film. Ça vire vraiment totalement en comédie là, dans le film d'aujourd'hui. On a même des pigeons là, qui ont comme un double regard. Ils disent qu'est-ce qui se passe? C'est un peu n'importe quoi. C'est quelque chose là, qui est quasiment un peu dérangeant là, à cette place-là. C'est pas fatal, là, mais c'est comme on dirait qu'on cherchait quelque chose à faire, n'importe quoi. Puis c'est ça qu'on fait. Bond va revenir à l'industrie là, où on faisait le verre. Il va revenir la nuit. Il va avoir un clavier où pour rentrer là, dans un des bureaux là, où on va faire la chanson là, du rencontre du troisième type. Puis c'est là qu'on va savoir aussi qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans le fond, là, où on va avoir des scientifiques, puis il va y avoir genre des fioles là, qu'on sait pas si c'est de l'eau, c'est quoi exactement qu'il y a dedans. Puis finalement, ben, c'est un poison, dans le fond, qui est très toxique, là, qui va tuer les scientifiques. Là. C'est une erreur de James Bond, dans le fond, qu'il a pas pu replacer les affaires, puis que cette fiole-là est tombée à terre, puis ça l'a tué les scientifiques. Alors, Bond va sortir de là, puis Chang va l'attendre, ou Cha. Puis ça va être un combat qui va être quand même assez élaboré. J'aime quand même pas mal là, ce combat-là, où on va se battre là, dans la salle avec plein de vitres, puis on va casser absolument chaque morceau là, de vitres là-dedans. On va se tirer dans les étagères. Il y avait un genre là, de vase là, qui valait 1 million, puis on va s'arranger pour le casser juste en haut là, du pied. Le pied va rester là, fait que la lampe sonne pas. C'est n'importe quoi, là, mais j'aime vraiment là, cette scène-là. Chuck qui crie comme tout, là, je veux dire, à chaque affaire qu'il fait, je veux dire, il fait juste comme genre se lever le bras, puis il crie, puis je veux dire, c'est carrément ridicule, là, mais cette scène-là, là, je l'aime vraiment. Là. Je trouve ça vraiment le fun à écouter. Ça finit un petit peu ridicule, par contre, on se ramasse là, comme un genre de haut d'église ou quelque chose de même là, puis finalement Cha va tomber là, puis il y a un genre de concert en bas, puis il va tomber dans un piano, quelque chose de même. Ça finit un peu encore une fois ça finit un peu drabe là, mais c'est au moins tout pour se rendre là, c'était quand même assez plaisant. Alors Bond va revenir encore à la même place, mais dans le jour il va amener le ministère de la Défense et M, où il y avait vu le laboratoire, mais pendant la nuit, genre, on va avoir réussi là, à tout remanier puis enlever là, le laboratoire, puis ça va être un bureau avec Drax qui va les attendre. Fait que James Bond, il fait dur un peu. Mais il y a juste, tu sais, Bond avait gardé une fiole, puis dans le fond, il l'a montré, il la montre à M, puis M va croire James Bond, finalement. Mais tu sais, il va pas le montrer au ministère de la Défense, là, juste pour pas faire de trouble. Dans cette scène-là, tu sais, on avait juste fait un clin d'œil avec le livre, là, où on avait dit là, que M il joue aux cartes avec Drax. Tu sais, c'est vraiment un clin d'œil, là. Tu sais, j'en ai parlé tantôt quand j'ai parlé du livre. Là, de pas mal tous les éléments, mais c'est ça, on a rapporté là, du livre. Là. Puis c'est dans le fond, là, je pense que je viens de parler là, de tout là, dans totalité. Il y a genre 4 affaires là, qui viennent du livre. Bond, un peu plus tôt, il avait vu des boîtes là, qui étaient marquées Rio de Janeiro. Fait que c'est là qu'il va s'en aller, où ce que M va arriver puis il va dire bon le ministère de la Défense n'est pas content, fait que tu devrais prendre des vacances, puis c'est où ce que tu penses t'en aller. Bon, c'est ça, il va y répondre ok, je vais aller à Rio pour continuer mon enquête là. Fait que il se ramasse à Rio. Tu sais, c'est ça qui est un peu, j'en ai parlé là la dernière fois. C'est comme, on dirait, c'est un élément juste qui nous fait transporter James Bond d'une place à l'autre. Puis des fois, c'est juste comme si t'as pas vu la crête où ce que c'est marqué Rio de Janeiro. Ben, tu l'as manqué, puis là, tout d'un coup, tu te ramasses à Rio, puis tu te dis pourquoi il est à Rio, là?
ça vient de où? Là? C'est beaucoup de choses de même. Puis le dernier film était ça aussi. C'était le gros point négatif du dernier film. Puis ça va être ça aussi aujourd'hui. Là. C'est tout le temps un petit élément qui fait que James Bond change de place. Puis ça fait que c'est très difficile des fois là, de suivre le film. Il faut vraiment que tu écoutes tout ou que tu regardes tout ce qui se passe parce que c'est très facile là, de ne pas comprendre ce qui se passe. On se ramasse à Rio, comme j'ai dit. Puis là, puisque Char est mort, ben Drax va avoir fait appel pour avoir un remplaçant. Puis là, ben, on va savoir que Jaws est de retour dans le film d'aujourd'hui. T'sais, on l'avait vu là, dans le pré-générique au début. Mais c'était peut-être juste le début. On ne savait pas s'il était mort ou pas. Là, une fois qu'il était tombé là, sur la tente de cirque. Là, mais il est encore vivant, ça a de l'air. Puis on le voit à l'aéroport. Encore un peu une scène de comédie. Où il passe là, dans un détecteur de métal, puis finalement, il a juste à faire un sourire, puis la personne là, pour vérifier, voir c'est où qui est le métal, puis qui pense que c'est genre sa ceinture, ben. Il est comme un peu tout surpris là, quand Jaws il fait un sourire. Qui ne le serait pas de toute façon. Fait que là, il y a un genre de festival, puis James Bond a rencontré là, le service secret là, de Rio. Puis il est avec l'agent Manuela, que dans le fond, c'est juste pour que James Bond ait quelqu'un à coucher avec. Dans le fond, là, ils sont au festival, puis Jaws va être déguisé en genre de grand clown. On a le clown qui marche dans la rue, c'est tout imposant parce que c'est Jaws. Ça donne quand même encore une vision horrifique. Là, ça sort direct là, d'un film d'horreur. Puis, je veux dire, c'est vraiment le fun à voir. Mais, toute cette séquence-là, en bout de ligne, ça paraît comme d'une séquence que ça a été rajouté dans le film pour rien. Ça a comme pas de but nécessairement. C'est comme on sait pas exactement quoi faire pour remplir le film. On a juste cette séquence-là, puis finalement, Manuela est attaquée par Jaws, puis finalement, Bond arrive, puis il va la sauver. Là. Ça se passe tout dans une allée, puis finalement, Jaws est emporté là, par les festivals, les personnes là, qui fight, tout ça. Fait que ça finit de même. C'est comme, je sais pas, c'est vraiment une drôle de scène, puis je l'aurais coupé là, à quelque part au montage. J'aurais trouvé une manière là, de ne pas revenir, de ne pas faire ça, là, tout simplement. Puis en même temps, je me dis, Manuela qui survit à quelque part, je sais pas, dans un film avec Sean Connery, je suis pas sûr que ça serait déroulé exactement pareil. Là. Si, mettons, on aurait eu encore Sean Connery, je pense qu'elle serait morte à quelque part. Là, de toute façon, on n'aurait pas là, vraiment le même film, puis on n'aurait pas le même James Bond, tout ça. Mais c'est un peu ce que je pensais là, que je voyais cette scène-là, puis je me dis, elle est sauvée parce que ça ne fitterait pas avec le film d'aujourd'hui. Puis en même temps, on veut placer Jaws peut-être un peu plus aimable dans le film d'aujourd'hui. On a essayé de placer sa menace parce qu'on sait que il était dangereux dans l'autre film, mais là aujourd'hui on va le faire même virer là, du bon côté là, à la fin du film, fait que on veut pas le faire tuer quelqu'un. Puis on va suivre cette scène là aussi, puis quelque chose d'autre qu'on aurait pu enlever carrément. Bond il va comme visiter dans Rio, puis il va tomber face à face avec le docteur Goodhead. Puis il va prendre un téléphérique avec, puis finalement, Jaws aussi va se ramasser là, sur un autre téléphérique, puis il va réussir à arrêter la roue, tout ça, juste pour montrer sa force, tout ça. Il va avoir un personnage qui est avec Jaws, puis c'est comme si on aurait rapporté Shandor là, du film avant, là, on va dire c'est Sandor 2, là, en tout cas, il y a de l'air pareil, là. Je sais même pas si c'est le même acteur, j'ai pas regardé, mais c'est ça qu'on pense, là. Je pense pas que c'est le même acteur, mais c'est juste que c'est ça que ça a de l'air. Puis honnêtement, là, le combat là, sur la cabine où que Jaws arrive, puis tout ça, on voit que c'est un écran en arrière, tout ça, puis on sent pas vraiment la menace dans tout ça. Là, je veux dire, j'aime pas vraiment cette scène-là, honnêtement. Puis, je veux juste parler d'une expérience personnelle. Ce film-là, ça a été long avant que je le voie, là, comme plusieurs, dans quelque part. J'en ai vu avant GoldenEye, mettons.
Je l'ai vu, mettons, 7-8 pendant un certain temps, puis ça a pris vraiment là, plus dans mon adolescence ce que j'ai réussi à trouver la plupart de tous les films de James Bond, où ils ont finalement passé à l'écran, je sais, à la télé. Je sais pas exactement c'était quoi pourquoi exactement qu'il y avait Moonraker. Les diamants sont éternels. On a vu que 2 fois. Au service secret de Sa Majesté. On a vu que 2 fois. L'homme au pistolet d'or. C'est tous des films que j'étais pas capable de trouver en club vidéo parce que je veux dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien tout simplement là, dans les années 80. Fait que tu prenais qu'est-ce que tu pouvais avoir là, de tes moyens, puis c'est sur les clubs vidéo, ben je trouvais jamais ces films-là. Puis Moonraker, ben, je sais pas, à un certain temps, ben, ils ont décidé qu'ils passaient tous les films qui passaient jamais, dont celui-là que je viens de nommer. Puis Moonraker, j'avais réussi à le voir en partie quand j'avais fait un voyage aux États-Unis. Puis il passait à la télé, puis en tout cas. Fait que j'avais écouté la moitié du film jusqu'à cette étape-là. Je veux dire, à quelque part, il était trop tard, puis je veux dire, on était tous dans une chambre d'hôtel, puis finalement, ben, on avait décidé qu'on fermait le film, puis on se couchait, il était peut-être tard, je sais pas, ça fait tellement longtemps. Mais je me rappelais du film jusqu'à ce moment-là, puis je me suis dit, bon, ben, finalement, ben, je vais pouvoir voir la suite. Fait que j'écoute une fois qu'il passe à la télé. Ben, je l'enregistre sur une cassette, puis le lendemain matin, ben, je suis bien content. Je me dis, bon, ben, enfin, je vais pouvoir écouter Moonraker. Ben, maudit, il y a eu une panne d'électricité pendant la nuit. Ben, c'était pas une panne d'électricité, c'était une panne du réseau. Fait que toute cette séquence-là, je l'ai pas vue, puis pendant à peu près 10 minutes, il y avait une panne de réseau. Fait que toute cette section du film-là, jusqu'à temps que je pense que Bond se fasse capturer par Jaws plus tard, là, après l'attaque du serpent. Toute cette section-là de film, je l'ai comme pas vu pendant plusieurs années. Ça a pris le temps qu'il repasse à la télé. Pour que je vois ce film-là, ça a été quelque chose de quand même assez étrange. Fait qu'à chaque fois que j'écoute Moonraker, ben c'est comme à chaque fois que je vois cette séquence-là, j'ai comme l'impression de garder le director's cut ou quelque chose de même, juste une séquence rajoutée. Quand après ça, il y a le bout où Bond et Goodhead sont dans l'ambulance, puis que Bond va s'échapper de là, tout ça. Pour moi, c'est comme un director's cut dans ma tête. Là. Quand on est habitué de voir un film sans cette section-là, on s'habitue à pas les reconnaître pendant un bout. Là. Fait que honnêtement, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. J'ai compris le film jusqu'à la fin pareil. Alors, ce qui m'amène à dire que vraiment toute la section de Rio, ben, moi, j'aurais tout coupé ça. Honnêtement, là, ça sert à rien. On voulait ramener Jaws, puis c'est comme toute la section où on ramène comme la menace de Jaws. Mais tu sais, il n'y a rien là, qui touche ce qu'on avait eu là, dans L'espion qui m'aimait dans toute cette section-là. Jaws, il m'apporte à rien là, du tout. Puis j'en ai bien parlé là, au dernier film. Puis j'avais même parlé là, que je l'ai rencontré, le monsieur, tout ça. Je veux dire, quelque part, c'est pas, je fais pas de jugement. Là, je l'aime pas plus parce que j'ai rencontré la personne en tant que telle, puis je le trouve bien gentil. Là. Ça n'a pas rapport. Là, je veux dire, aujourd'hui, là, je trouve que c'est vraiment un point négatif. Alors, Bond, c'est ça, il se ramassait tout seul. Dans le fond, là, Holly Goodhead, elle s'était faite vraiment kidnappée par l'équipe de Drax. Puis James Bond, ben, accidentellement, il était sorti de l'ambulance. Puis il s'est ramassé tout seul. C'est comme, c'est vraiment bizarre. C'est comme, on savait pas comment faire pour séparer nos personnages. Puis il tombe d'une ambulance, puis c'est comme quasiment là, une gaffe de James Bond, quelque part, là, il est juste maladroit. Là, en tout cas, c'est vraiment bizarre la manière qu'il s'est apporté.
Bond va se ramasser à un monastère, puis tu sais, on va avoir des laboratoires de Q encore. C'est comme Q, il promène là, son laboratoire un peu partout dans le monde. Tu sais, je veux dire, comme j'ai dit au dernier film, il est pas supposé rester en Angleterre. Je veux dire, il prépare le stock pour les agents secrets. Là, en tout cas, c'est sûr que c'est là qu'on va voir des lasers qui vont revenir un peu plus tard. Puis, dans le fond, c'est peut-être qu'il est en travail avec d'autres pays, tout ça. Là, fait que, on partage là, les savoirs qu'on a. Puis, c'est ça, on va avoir encore un autre. Scène là, juste pour essayer de nous expliquer pourquoi qu'on va s'en aller là, au Brésil. Ben c'est ça, dans le fond là, dans la fiole que James Bond avait récupérée, ben c'est quand on l'a décortiqué, ben on savait là, que ça venait là, dans le fond là, d'une fleur, là, une orchidée, puis que cette orchidée là, ben elle pousse juste au Brésil, puis comme que James Bond va dire, ben ça pousse seulement là, sur la rivière Tappy Rape. Fait que James Bond va se ramasser là, sur cette fameuse rivière là. On va avoir encore une autre poursuite de bateau. T'sais, on a eu une autre juste avant, à un quart du film. Puis là, on a une deuxième poursuite de bateau. Puis en même temps, je vais essayer de faire penser à ça aussi. Dans Vivre et laisser mourir, le premier film avec Roger Moore, on avait eu une très grosse poursuite de bateau. Dans L'Homme au pistolet d'or, on avait James Bond qui s'est sauvé là, après là, où ce qui s'était ramassé là, dans une école de karaté. Ben, il s'est sauvé en bateau. Puis je me demande si c'était pas à Vienne ou en tout cas dans ces eaux-là. Je pense que c'était en Chine ou au Japon. Là, en tout cas, il s'était ramassé quand même dans une genre de gondole là, comme qu'on avait vu là, dans le film d'aujourd'hui. Puis dans le film là, la semaine passée, L'espion qui m'aimait, ben tu sais là on se passe carrément là, dans l'eau, tu sais, où est-ce qu'on a James Bond il y a son Sidou, puis tu sais il y a la Lotus, tout ça. C'est un petit peu pas le même genre là, de bateau là, dans le dernier film, mais tu sais j'essaie juste de sortir l'idée que Roger Moore, son James Bond, ben tu sais je sais pas, il trippe. On revient souvent là, à les poursuites de bateaux. Là. Alors, la poursuite de bateau, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, c'est là où on va avoir la dernière fois là, le thème de 007. Je vais reparler de quelque chose là, dans un film futur que c'est quelque chose musicalement là, qui sonne quand même là, pour comme la tune de 007. Mais tu sais, je vais en reparler. Moi, c'est juste qu'est-ce que j'entends là, dans mes oreilles. Il n'y a rien là, qui dit que ça revient, mais j'ai comme mes doutes à quelque part là, qu'on a un genre d'hommage à ça là, un peu plus tard là, dans la série. Fait que c'est ça, dans la poursuite de bateau, ben on a encore Requin qui est là, puis juste pour faire un peu des comédies, là, qui en bout de ligne, là, il va tomber dans la chute, là, puis il va juste nous faire des grimaces en l'écran parce qu'il y a un écran en arrière de lui, tout ça. Ça tombe à plat encore. Je veux dire, on n'a quasiment pas besoin de ça là, dans le film. Puis James Bond qui va pendant que Jaws va tomber là, dans la chute, ben Bond va réussir à se sauver là, en deltaplane. Puis finalement, ben, il va atterrir, puis il va arriver comme à l'entrée du repère à Drax dans ce coin-là. Puis, dans le fond, il va trouver une femme qui se promène là, dans les bois, puis finalement, il va la suivre, puis finalement, ben, on va se ramasser, c'est ça, la porte d'entrée. Mais c'est-tu quelque chose qui est fabriqué ou c'est. Parce que ça a vraiment l'air là, d'un plateau. Là, c'est clair là, qu'il n'y a rien là, qu'ils ont filmé sur place. Là. Mais c'est supposé être comme ça ou c'est pas ça. C'est vraiment réel. Là. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre dans cet endroit-là. Surtout quand Bond, dans le fond, il est sur une roche, puis la roche elle lève, puis Bond tombe à l'eau. Puis là, il va se faire attaquer par un serpent. C'est encore un peu une scène là, qui est quand même qui va un peu refléter là, qu'est-ce qu'on avait vu au début là, quand Bond était là, dans la machine à centrifuge, tout ça. Puis c'est pas exactement la même affaire, mais on sent que Bond est en danger. Là, il va falloir qu'il trouve quelque chose là, vraiment là, pour réussir à se sortir de là. Q il avait donné non, c'est pas Q, c'est Dr. Goded dans l'équipement qu'elle a pour la CIA
finalement, là, elle a un crayon avec une genre là, de pin qui sort, puis finalement, Bond l'a gardé là, pour raison X, puis c'est comme ça qu'il va tuer le serpent. Fait que finalement, ben c'est ça, Bond va être capturé, puis il va être amené devant Hugo Drax, puis tu sais, on n'aura pas choisi là, de le tuer, ou tu sais, Requin n'aura pas décidé là, qu'il va étrangler James Bond, puis ça va terminer là, tu sais. Drax va pas mal expliquer qu'est-ce qu'il veut faire. Dans le fond, c'est un genre de arche de Noé en bout de ligne, pour utiliser là, qu'est-ce que James Bond dit. Là, dans le fond, il amène là, des en guillemets femmes parfaites puis des hommes parfaits. Il va les embarquer là, dans des navettes de Moonraker. Puis ils vont monter là, dans une base qu'il a construite là, dans l'espace. Puis dans le fond, là, les orchidées vont servir à empoisonner toute la planète entière. Puis finalement, ben, dans une génération, ben, les enfants des personnes là, sur la base là, à Hugo Drax, ben, ils vont revenir sur Terre. Puis ils vont pouvoir repeupler normalement. Mais ils vont repartir avec comme une nouvelle terre, tout ça. Puis en tout cas, c'est vraiment là, de la pensée extrémiste, dans le fond, là, où on va tout détruire pour peut-être mieux rebâtir. Là, mais c'est du délai complètement. Mais c'est pas très très loin là, de ce qu'on avait eu la dernière fois. Encore des parallèles avec le film de L'espion qui m'aimait. C'était la même affaire, dans le fond. Lui, Stromberg voulait juste au lieu de monter dans le ciel, ben, lui, il voulait se cacher là, dans l'océan. Fait que c'est la même affaire. Alors, Bond va être apporté avec au Dr. Godhead, puis il va être placé sous la fusée, puis quand la fusée va partir, ben, le plan, c'est que ça les brûle. Mais c'est ça. Bien sûr, Bond a sa montre, puis il est capable de faire sauter une grille pour sortir de là. Mais tu sais, il est sur le bord là, de la grille quand la fusée part, puis tu sais, je veux dire, le feu, c'est sûr que si c'est un tunnel, ben le feu, il passe au travers, là, tu sais, il arrête pas, là. Normalement, là, il aurait cramé là, mais c'est un film, ils survivent. Ils vont se ramasser finalement là, embarquer à bord là, du Moonraker numéro 6. Puis on va se ramasser dans l'espace. C'est là qu'on va voir là, la base stellaire là, qui a été construite là, par l'équipe à Drax. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, en fond, il n'y a pas de gravité, tout ça. Je trouve ça vraiment, visuellement, là, c'est quand même assez bien. Puis, toutes les maquettes, les maquettes là, des navettes, tout ça. Je veux dire, j'aime vraiment tout le visuel qu'on a. Dans le fond, la mission à Bond, quand on va être là, parce qu'on va savoir que la base, elle apparaît pas sur les radars. Fait que la mission qu'il va avoir, la première affaire qu'il va pouvoir faire, c'est de s'arranger pour que toutes les bases sur Terre vont pouvoir voir la base là, dans l'espace. Puis bien sûr, c'est ça qu'il va réussir à faire tout de suite en partant. Puis quand il va avoir détruit là, le chose là, qui empêche là, de se faire voir, l'armée américaine, elle, c'est sûr que elle a toujours du monde là, prêt à embarquer dans les navettes pour les envoyer dans l'espace. Fait que ça se fait tout de suite automatique en dedans là, de quelques minutes. On envoie là, des soldats dans l'espace. Équipés de laser, tout ça, je veux dire, on est prêt pour la guerre, je veux dire, Independence Day là, qui est sorti en 1997 ou 94, quelque chose de même, ça n'existerait pas du tout, là, je veux dire, on n'aurait pas de problème du tout, là, si en 79 on était déjà équipé là, pour partir de même. C'est comme un petit peu quand on se met à y penser un petit peu, là, ça n'a pas de sens. Mais ce que j'aime quand même là, juste dans ce petit bout-là, c'est qu'on a un petit caméo là, du général Gogol là, en Russie, parce qu'on se demande là, si c'est pas les Russes là, qui ont une base là, dans l'espace. Puis, lui, il est là, non, c'est pas moi, puis, en tout cas, je trouve juste ça quand même le fun, là, qu'on a un petit peu une continuité. Fait que, finalement, James Bond se fait attraper là, par Jaws, dans le fond, là, il se refait kidnapper, là, pas kidnapper, là, mais il se fait arrêter, là, sur la base. Il est apporté devant Drax, puis, dans le fond, James Bond va s'arranger pour jouer dans la tête à Requin, puis... en disant que, dans le fond, t'as pas besoin de quelqu'un qui a pas qui est pas parfait, dans le fond, là, en guillemets.
Puis là, ben, ça va faire penser ça va faire penser Jazz, que lui venait de tomber en amour avec une femme là, qui avait croisé là, quand il avait écrasé là, avec le téléphérique. On avait le personnage de Dolly là, qui dans le fond là, qui le fait se poser des questions, puis là il se sent mal parce que là il se dit ben là regarde moi je vais me faire ramasser. Fait que il va virer là, du côté à James Bond, puis mais ça ne changera pas grand chose dans le fond, c'est juste pour quasiment là, pour satisfaire les enfants dans le fond. Puis c'est ça, fait qu'on va savoir que toutes les fioles là, des orchidées, en tout cas que James Bond avait trouvé, ben on avait vu que c'était des genres de satellites, tout ça, puis dans le fond, là, eux autres, ils ont été envoyés là, dans l'espace, dans le fond, là, pour être envoyés sur Terre, puis en tout cas, eux autres vont avoir été lancés pendant tout ce temps-là. Mais en même temps, ben, on a les navettes spatiales américaines là, qui sont en chemin. Fait que là, on assiste vraiment là, à un Star Wars, mais dans un film de James Bond. Je veux dire, vraiment, là, jusqu'à la fin du film, là, on a du Star Wars vraiment là, à l'écran. Là, on a des lasers. Je veux dire, c'est toute la guerre des étoiles, carrément. L'armée américaine va réussir à embarquer là, sur la base, tout ça, puis ça va continuer. Là, on va être en dedans, puis on va se tirer partout. On va avoir un affrontement final entre Bond et Drax, puis on va avoir Bond, il va utiliser encore là, son dard qu'il a là, dans son poignet pour tuer Drax. Il va l'éjecter là, dans l'espace. Encore une fois, si j'aime quand même là, qu'est-ce que Bond va dire, là, de faire un grand pas pour l'humanité, là, dans le fond, là, puis il va l'éjecter. Je veux dire, c'est quand même une bonne petite fin, mais honnêtement, Drax dans la totalité, là, je suis pas un grand fan de ce personnage-là. Je vais peut-être mieux un peu l'aimer que Stromberg la dernière fois. Mais tu sais, je sais pas, je suis pas, c'est pas un de mes personnages là, que j'aime le plus là, dans tous les méchants là, de James Bond. Fait que Bond va embarquer dans une navette avec Dr. Goodhead pour essayer là, d'aller détruire là, les trois bombes là, avec les orchidées toxiques, tout ça, là, pour pas tuer la race humaine, dans le fond, là, on a mis ça assez clair là, que si mettons là, ça l'explose, ben, ça va tuer là, des milliards de personnes, puis ça va tuer à peu près tout le monde là, sur la Terre. Fait qu'on va avoir un élément là, de Star Wars où ce que Bond va devoir toutes les tuer. Ça va tout automatique. On est capable de détruire les deux premiers. Puis finalement, ben, pour la dernière fois, ben, James Bond il doit aller en manuel. Là. Pareil comme que Luke Skywalker devait aller. Ben, il devait pas aller en manuel, mais il est tombé en manuel là, pour détruire là, l'étoile de la mort là, à la fin du premier film. Fait qu'on fait la même affaire, là. Il y a James Bond qui tombe en manuel. Là. Mais c'est comme un peu comme fin, là. Avec Drax, ça avait fini juste avec un dard. Puis on a James Bond que là, il est juste avec une manette en train là, d'essayer de viser quelque chose. Puis finalement, il va réussir. Puis c'est comme ça finit là. Il y a Jazz et Dolly qui sont restés à bord de la navette, puis on va apprendre qu'ils ont survécu. Il y a Jazz qui avait essayé d'aider James Bond là, pour pouvoir quitter tout ça. On voit qu'il est rendu bon. Là. C'est vrai que si maintenant il reviendrait là, dans un troisième film, ben, techniquement il serait bon. Mais ça sent quand même la fin du personnage. Là, il est rendu bon, qu'est-ce que tu veux faire avec? On aurait peut-être pu le ramener là, pour faire un équipe avec. Là, mais je pense que c'est pas une bonne idée, là, rendu là. Puis le film va pas mal finir là, je veux dire, on va être en apesanteur, là, où ce que James Bond va être avec le Dr. Goodhead, un peu similaire là, à la fin du dernier film, là, où ce que on a tous le M et les dirigeants là, des gouvernements là, qui vont les voir dans l'espace, tout ça, là, c'est juste, c'est très pareil là, comme le film avant. On va finir avec une chanson, une version disco de la tune thème là, de Moonraker. Que honnêtement, je suis pas trop fan. Là, je reste vraiment là, OK là, sur la tune thème normale. Mais la version disco, là, je l'aime vraiment. Là, je suis certain que Shirley Bassey, qui est en studio, là, elle n'a pas entendu ça du tout. Là, c'est vraiment un remix. Là, ça sonne pareil, là, elle, ses vocales. Qu'au début du film, mais on a juste remis des drums par-dessus. Là. Je suis certain qu'elle n'a pas entendu ça là, jusqu'à temps qu'elle soit là, dans la salle de cinéma.
Ou ce qu'elle a entendu ça, elle a dû dire, ah, voyons, je sais pas chanter à ça. Là. C'est ça que ça sonne, là, parce que il n'y a pas de. En tout cas, ça sonne vraiment pas pareil pour la musique, mais ses vocales à elle, c'est pareil. Encore une fois, on fait la même affaire qu'on avait vu là, dans le dernier film. On dit que James Bond va revenir dans Rien que pour vos yeux. Mais cette fois-là, ben ça va être vrai. Alors, en conclusion, c'est pas un film qui mérite d'avoir la réputation qu'il a. Il y a des gens là, qui vont vraiment là, rentrer là, dans ce film-là puis vont dire là, que c'est comme le pire James Bond qu'il y a. Non, honnêtement, c'est un James Bond qui est respectable. C'est pas le meilleur des films. Là. Je veux dire, il va tomber là, à peu près là, à mi-chemin là, dans les films là, que j'aime de James Bond. En général, là, le problème du film, c'est qu'il y a des bonnes séquences, comme la séquence d'introduction où ce qu'on a Bond là, qui saute sans parachute, puis tout. C'est vraiment hot à voir, tout ça. Il y a du fun pareil, puis des séquences d'action surtout au début, puis comme la séquence avec Cha, tout ça, c'est des choses que j'aime, mais il y a des bouts là, qui auraient pu être coupés, tout le bout là, à Rio, tout ça. C'est des bouts là, que je trouve que ça ralentit le film. On sait pas exactement où on s'en va dans le film. Puis, ça va avec l'histoire là, aussi. Là, on essaie d'envoyer James Bond là, à une place, puis après ça, il voit une petite affaire, puis après ça, il voit une autre place, puis après ça, il trouve quelque chose là, puis il voit une autre place. Puis, c'était tout le début là, de l'espion qui m'aimait, ça, puis c'était le bout où ça me tombait un peu. C'est pas ses nerfs, mais que je trouvais un petit peu long. Après un bout, là, c'est comme après un bout, là, il fallait que ça l'avance. On courait après le microfilm, là, puis on a fait genre 5 places. Quand on aurait pu enlever 2 places là-dedans, là, puis ça irait mieux, puis le film aurait été un petit peu plus fluide. Fait qu'on a beaucoup de ça dans tout le film au complet. Puis qui fait que le film, là, après un bout, là, on a de la misère à suivre. Il y a un bon bout, un bout moins bon. Puis c'est comme c'est un montagne russe un peu. Bien sûr, je dirais que le gros point faible du film, c'est Jaws. Quelque part, on a trahi un peu le personnage. Son côté de menace se sent juste dans la première scène là, qu'on le voit. Là, je parle pas du pré-générique. Quand on est à Rio là, dans le soir puis qu'il est déguisé en clown. J'aime quand même cette scène-là pour juste le côté visuel. Mais c'est tout. Je pense que c'est la seule scène là, qui est efficace. Sur l'avion, au début, c'est le point le négatif là, de l'introduction du film. Fait que c'est vraiment plate, là, mais Jaws, qui était un atout au film précédent, dans le film d'aujourd'hui, ben, il est un point négatif puis assez solide. Le personnage de Drax, comme j'ai dit, ben tu sais, je suis comme ni plus ni moins là. En tout cas, je suis pas très. Il m'a jamais vraiment captivé comme personnage. Puis tu sais, dans le fond, là, sa motivation, qui est une motivation recyclée du dernier film. Ben tu sais, c'est un peu dommage à quelque part. Là. On aurait pu faire quelque chose d'autre avec ça. Puis, comme j'ai dit là, il y a quelques minutes, ben, la fin du film, ben, il manque un petit peu. Autant qu'on essaie d'avoir de l'action, ou ce qu'on a l'armée américaine là, dans l'espace, tout ça, mais Bond ne fait pas grand-chose rendu là. C'est quand même tout spectaculaire visuellement, là, qu'est-ce qu'on a, mais il manque quelque chose quelque part. C'est juste que ça aurait été le fun là, de voir tant qu'à ça là, James Bond là, dans une navette en train de tirer d'autres navettes, tout ça. Je veux dire, rajouter ça. Pas avoir James Bond en bout de ligne avec un joystick à la fin pour tirer sur un écran. Là. Je sais pas. Ça finit assez drabe rendu là. Alors, pour tout ça, ben, je vais y aller pour un jaune, honnêtement. Là. Je savais pas exactement sur quoi j'allais finir sur le film d'aujourd'hui là, que je suis rentré. Mais c'est un jaune là, pas, sans plus là, il tire pas là, vers aucun bord. C'est un jaune solide. Il y a vraiment des meilleurs films de James Bond que le film d'aujourd'hui. Mais il y en a quelques-uns là, qui sont encore qui vont être un petit peu plus toxiques là, que celui de Moonraker.
qui est, comme j'ai dit là, il y a 2 minutes, qui n'est pas si pire que ça, là, selon sa réputation. Le livre, qui est totalement autre chose, c'est un livre qui est quand même le fun à lire parce que ça change un peu là, de qu'est-ce qu'on a. En général, puis tu sais, juste voir un peu la tournure différente, tout ça, tu sais, je veux dire, on est capable de rembarquer dans le personnage de James Bond, puis le fait que James Bond, même il finit pas avec la Bond Girl, là, en guillemets, à la fin de l'histoire, ben c'est quelque chose là, qui est quand même anormal, si on veut. Puis là-dedans, là, James Bond, il cherche beaucoup aussi. Puis tout ça, il essaye là, de mûrir un peu. Tout ça. Puis c'est quand même une bonne histoire. Là. Je veux dire, je suis quand même capable là, d'être en arrière là, de ce livre-là. Mais il faut juste savoir là, que c'est vraiment pas là, la même affaire là, que le film d'aujourd'hui. Là. C'est vraiment 2 choses totalement différentes. Et bien sûr, toujours la version livre de James Bond, c'est toujours des romans là, qui ont beaucoup moins d'action. C'est vraiment pas la même chose. Là. C'est important de savoir là, quand on lit les livres que des fois. Je vais dire que ça suit quand même le livre, mais dans les versions films, là, on a rajouté vraiment beaucoup d'action. C'est tout le temps quelque chose là, que je mets toujours en garde là, quand je dis là, que ça suit le livre ou pas. Les versions films là, ont tendance à beaucoup rajouter énormément d'action. Là. Fait que, mais c'est ça, je dirais là, que le livre, là, c'est vraiment un bon divertissement. Alors, c'est pas mal tout là, pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler là, de Rien que pour vos yeux, For Your Eyes Only. Entre-temps, n'oubliez pas là, de suivre Provisionnement sur Facebook et Twitter. Puis de trouver le post sur le film d'aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à dire vos opinions. Dans le fond, si mettons, j'ai raison, j'ai pas raison. Ne vous gênez pas de parler du film. Puis donnez votre opinion. Mais sinon, moi au podcast, j'ai toujours essayé là, de vous éduquer 2 choses. De 1, de jamais laisser l'ennemi vous voir saigner. Et 2, de toujours avoir un plan d'évacuation. He blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.